Les ambitions du royaume saoudien sont immenses, illimitées, ils le disent eux-mêmes. C'est dans cette région, grande comme la Belgique, baptisée Neom, que se situe The Line, la pièce maîtresse d'une série de 17 projets pharaoniques. Il y a une vraie inquiétude sur le coût financier, du coût surtout écologique et du coût humain de tous ces giga-chantiers pour ce qui concerne la vision 2030, Neom en particulier, mais pas seulement, puisque des giga-chantiers, en fait, il y en a dans tout le royaume. Cette ville va être construite sur le sang de Saoudiens. Ils m'ont choisi parce que je suis formé pour tirer. Ils m'ont demandé de tirer pour tuer. Si quelqu'un ne veut pas quitter sa maison, tue-le. Imaginez une ville sans voiture, sans émissions de carbone, où tout est accessible à pied en moins de 5 minutes. Bienvenue à The Line, le projet phare de Neom en Arabie Saoudite. Cependant, ce rêve futuriste, emblème du plan Vision 2030 de Mohammed Ben Salman, rencontre de nombreuses difficultés malgré des milliards et des milliards investis. En janvier 2025, le Wall Street Journal a révélé que la ville de The Line passerait de 170 km à seulement 2,5 km de long, qu'elle serait construite sur des objectifs écologiques irréalistes et que le projet aurait forcé le déplacement de tout un peuple. L'enquête du journal américain fait également état de violences sur le chantier qui accueille des travailleurs immigrés du Pakistan, du Bangladesh et des Philippines. Fin 2024, plusieurs associations estiment même que plus de 21 000 travailleurs seraient décédés depuis le début de la construction du projet Neom. Nous avons reçu Walid Berissoul, auteur du documentaire MBS, l'Arabie du futur, qui met en lumière les failles de ce projet phare et questionne la vision moderniste de MBS pour l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous pitcher en quelques mots votre documentaire sur MBS, l'Arabie du futur? Alors, je m'appelle Walid Berissoul, je suis journaliste et réalisateur, et donc MBS, l'Arabie du futur, c'est un documentaire qui dresse le portrait de l'Arabie Saoudite, qui depuis maintenant presque une dizaine d'années est dirigée de facto par Mohammed Ben Salman. Je dis de facto parce qu'il n'est pas roi d'Arabie Saoudite, il est prince héritier. Son père Salman est toujours roi encore aujourd'hui du royaume d'Arabie Saoudite, mais dans les faits, le royaume est dirigé par son fils, donc MBS, qui a 39 ans et qui transforme en profondeur ce royaume qui est à la fois le berceau de l'islam et le principal exportateur de pétrole, pour une raison assez précise qui est en gros de se dire, voilà, l'Arabie Saoudite, ça fonctionne avec le pétrole, ça fonctionne avec la religion, et en fait ce modèle-là du tout pétrole ne peut plus durer. Au printemps 2016, avec la bénédiction de son père, le roi Salman, MBS lance la plus grande série de réformes que le pays ait jamais connue, la Vision 2030. C'est un changement de société, un plan pour sortir de l'addiction au pétrole en 15 ans. Ça inclut le rôle des femmes, ça inclut l'éducation, ça inclut tous les domaines. L'économie, l'environnement, le climat. La clé de voûte de ce plan, ou en tout cas le projet le plus emblématique et le plus ambitieux, presque un peu déroutant, c'est Neom. Et donc en fait l'idée c'est d'attirer les investisseurs, de faire une espèce de Silicon Valley bis en fait. L'idée c'est de faire une sorte d'ensemble de cités du futur, puisqu'il y aurait plusieurs villes, un port en eau profonde pour capter 12% du commerce maritime international, des stations de ski en pleine montagne pour pouvoir faire les Jeux asiatiques d'hiver en 2029, et cette ville donc qui s'appellerait The Line, qui a une forme qui n'a jamais existé ailleurs, nulle part, sauf dans les projets d'architectes, mais qui n'ont jamais vu le jour, ou qui étaient des parodies en fait, pour justement dire que c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. نقدم لكم The Line. مدينة مليونية بطول 170 كيلو، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية. مشروع The Line هو ثورة حضارية للإنسان تضع الإنسان أولاً. En cette région, grande comme la Belgique, baptisée Neom, que se situe The Line, la pièce maîtresse d'une série de 17 projets pharaoniques. MBS a vu que dans le nord-ouest du pays, il n'y avait personne ou presque. Il y a vu une page blanche où il pouvait construire une nouvelle ville, avec des hôtels, des bureaux, des usines, des logements et des gens venant du monde entier qui s'installeraient ici. Il l'appelle le lieu du futur. Tout le monde vivrait entre ces deux buildings qui s'étendent comme ça à perte de vue. Et en fait, les deux points les plus éloignés seraient reliés par un train à grande vitesse, développé notamment par les entreprises d'Elon Musk qui s'appelle Hyperloop. Et les habitants n'auraient pas besoin donc de voiture et donc se déplaceraient d'un point à l'autre avec dans
unité de vie, on va dire, tout ce qu'il faut. Donc les écoles, les restaurants, les salles de sport, les hôpitaux, tout ça accessible à moins de 10 minutes à pied. Donc c'est ça l'idée de The Line, c'est de faire une ville totalement décarbonée, avec le long de cet ensemble de buildings qui comme ça s'étend le long d'une grande ligne, des miroirs réfléchissants qui généreraient de l'énergie solaire. Donc avec dans l'idée sur le papier, aucune émission de CO2. L'utopie du prince commence à sortir de terre. Du moins, à en croire ces images promotionnelles. Elle vante rien de moins que le plus grand chantier en cours sur la planète. On voit des pelleteuses qui creusent une grande tranchée dans le désert, mais une fois qu'on a vu ça, on a aussi les documents internes qui vous racontent que, alors même que ces travaux ont commencé, ils se posent des questions encore très basiques. Dans leur rapport, les consultants ont par exemple écrit que la région où Neom allait être construite disposait de ressources comme beaucoup de soleil et des quantités quasi illimitées d'eau salée. Ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas d'eau douce, des choses basiques. Comment remplir le lac de The Line ? Devons-nous envisager d'acheminer de l'eau douce par bateau-citerne ? Vous voyez le coût écologique ? Ou alors est-ce qu'on fait un lac artificiel qui alimenterait cette ville en eau ? Donc là encore, un coût écologique énorme. Comment fait-on pour nettoyer les 170 km de long, de 500 mètres de haut, de miroirs réfléchissants ? Vous êtes dans le désert, il y a du sable, il y a du vent. Enfin, vraiment, c'était écrit comme ça. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question du nettoyage tous les jours ? Qui va le faire ? Et puis par ailleurs, dernier point, il y avait aussi des communautés humaines à cet endroit, une tribu qui s'appelle les Oweitat. Plusieurs de leurs villages, on le démontre dans le film, ont été rasés. Alors dans le documentaire, j'ai pu recueillir le témoignage de Rabi El-Enezi, qui est un ancien colonel de la police saoudienne. Et il nous raconte qu'il a eu cette mission d'aller déloger de force les membres de cette tribu des Oweitat. Malheureusement, ils habitent en plein milieu du projet Neom, en particulier The Line. Ils m'ont choisi parce que je suis formé pour tirer. Ils m'ont demandé de tirer pour tuer. Si quelqu'un ne veut pas quitter sa maison, tue-le. Ce sont ses collègues qui vont appliquer les ordres. Tirer pour tuer. Les locaux qui habitaient dans cette région ont été expulsés de façon forcée. Un a été tué en 2020, Abdelrahim Al-Houaiti. Plus d'une quinzaine de personnes sont condamnées à des peines de 15 à 50 ans pour avoir refusé de quitter leur maison, et 5 sont condamnés à mort. Cette ville va être construite sur le sang de Saoudiens. En plus des expulsions, il y a aussi tout le côté, esclavagisme moderne. C'est un peu quelque chose d'assez récurrent quand on parle de ces giga-projets, notamment dans les pays du Golfe. C'est effectivement la question des droits humains. Une enquête d'un autre documentaire fait par une chaîne britannique qui faisait état de 21 000 morts en Arabie Saoudite depuis le lancement de la Vision 2030. D'après cette enquête-là, on serait à peu près 20 000 morts, 21 000 morts. Il y a un cas qui a été documenté pour Neom, c'est un travailleur bangladais qui est mort sur un chantier. Il y en a eu plusieurs, des histoires comme ça, ce qui a été notamment révélé dans le Wall Street Journal. Les ambitions du royaume saoudien sont immenses, illimitées, ils le disent eux-mêmes, en la matière. Et donc évidemment, il y a une vraie inquiétude sur le coût. J'ai parlé du coût financier, du coût surtout écologique et du coût humain de tous ces giga chantiers pour ce qui concerne la vision 2030, Neom en particulier, mais pas seulement, puisque des giga chantiers, en fait, il y en a dans tout le royaume. Tout ce dont on a parlé pour le moment, ça fait partie de Vision 2030. Ouais. Vision 2030, qu'est-ce que c'est ? Vision 2030, en fait, c'est le plan pour sortir de la dépendance à la rente du pétrole, et pour l'Arabie Saoudite et pour Mohammed Ben Salman, c'est une question existentielle. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui fera que son modèle sera non plus dépendant à une seule ressource, mais dépendant à plusieurs. Le grand point, c'est la diversification. Donc c'est effectivement faire passer le pays d'un pays uniquement dépendant du pétrole et régi par des règles religieuses qui gère juste une rente à un pays qui serait en train de devenir une sorte de dragon de cette partie de l'Asie, puisque c'est un pays asiatique et qui est très tourné vers l'Asie d'ailleurs, et donc qui s'inspire un peu de plusieurs de ces pays-là, donc avec effectivement le tourisme, comme le fait par exemple la Thaïlande, avec le sport, comme le fait peut-être l'Amérique latine ou les pays européens,
le divertissement, les services, peut-être la finance, mais aussi voilà, tout un tas en fait, vraiment de la diversification. Et le point fort sur lequel il s'appuie, c'est sa population. Puisque l'Arabie Saoudite, c'est 35 millions d'habitants et il y a 20 millions d'autochtones, de Saoudiens et de Saoudiennes. Donc la moitié de la population, c'est des femmes. La première fois qu'un souverain, qu'un membre de la famille royale aussi élevé que Mohammed Ben Salman parle de concert, de droits des femmes, d'émancipation, enfin ne serait-ce que mentionne ce sujet-là, c'est sûr que ça a provoqué un immense espoir. Mais comme on est dans une monarchie absolue, et pas dans un régime évidemment démocratique ou même avec un minimum d'état de droit ou d'expression d'une société civile, eh ben, les droits ils ne sont pas acquis par de la mobilisation citoyenne, ils sont octroyés par le souverain. Et donc en fait, si vous avez été loyal, vous pouvez aller faire la fête. Mais si vous n'avez pas été loyal et que vous avez dans votre passé ou même jusqu'à aujourd'hui revendiqué des droits, et ben là on va vous accuser de déloyauté. Pour rattraper son retard, la monarchie a créé une autorité du divertissement qui invite à grands coups de pétrodollars quelques grands noms de la scène électronique. Parmi les festivaliers, beaucoup de touristes fortunés. La jeunesse dorée du Golfe, hébergée dans les hôtels de luxe avoisinants. Mais ce genre d'événement ne semble pas autorisé à tous les Saoudiens. Ils veulent donner l'impression que les femmes sont libres. C'est vrai que sur cette vidéo, elles ont l'air libres. Ils autorisent ces filles juste pour faire de la propagande. Personne ne peut imaginer qu'il y a une loi pour les touristes et une autre pour les Saoudiennes. Foz Al-Autaibi et son mari Ahmed sont un couple de Saoudiens exilés au Royaume-Uni. Ces quelques images festives réveillent chez eux un souvenir douloureux. Cette vidéo a été filmée dans un festival à Riyad en 2019. Je dansais, j'étais contente. 2 jours plus tard, j'ai été convoquée au commissariat. Et quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont demandé pourquoi j'avais dansé. J'ai répondu, mais pourquoi vous organisez une fête si on ne peut pas danser? Ils m'ont dit, cette fête n'est pas pour toi, elle est destinée aux visiteurs. Le policier m'a dit qu'en vertu de la loi, il me donnait une amende de 750 € et il m'a dit, si tu recommences, c'est la prison. La réalité, c'est qu'on est dans un moment assez dangereux pour l'Arabie Saoudite et d'un point de vue du pacte social entre le prince et sa jeune population, qui est de délivrer des promesses, de leur offrir une vie agréable, sans aucun droit politique, mais en l'échange de cela, voilà, vous avez le divertissement, les concerts, le foot, le tourisme dans le pays, parce que ces endroits touristiques de rêve peuvent être aussi pour les Saoudiennes et les Saoudiens, bien sûr, mais sans droit de s'exprimer sur ce que eux voudraient vraiment pour leur pays demain. C'est ça toute la différence, en fait. C'est un pays qui compte, qui va compter encore plus dans les prochaines années. Et je pense aussi que par la dimension existentielle de ce que veut faire MBS, avec cette transformation, parce qu'il y a une phrase moi qui m'a beaucoup frappé, lui il a dit à un moment donné, en 2060, je serai à la tête d'un pays qui sera autosuffisant, paradis écologique, neutre en carbone, etc. Et les scientifiques du GIEC, eux, disent qu'à la même année, donc au tournant des années 2050-60, la péninsule arabique, donc pas seulement l'Arabie, mais juste toute la région, sera l'une de ces régions largement inhabitables pour l'être humain, parce qu'au-delà d'une certaine température, en fait, on peut juste pas vivre. Donc en fait, moi, ça a été ça un peu le point de départ de cette enquête, c'est de se dire, il y a un dirigeant qui a priori sera toujours là si rien ne lui arrive d'ici les 40 prochaines années, qui projette un futur extrêmement radieux et utopique, et puis il y a les projections de la science, qui disent totalement l'inverse et qui promettent un peu l'enfer, Donc comment va se passer ce chemin-là? Et quelque part, je pense que l'Arabie Saoudite nous raconte aussi un peu notre avenir.